إذا ننتقل مباشرة إلى المحور الرابع والمتعلق بتدابير والآليات الحركية. في هذا الصدد نستضيف الأستاذ جمال بن حيون نائب رئيس جامعة عبد الملك السعدي بتطوان المملكة المغربية مكلف بالشؤون البيداغوجية. Professeur Jamaldine Belhayoun, vice-président chargé des affaires pédagogiques, Université Abdelmalek Sadi de Tétouan. الأستاذ جمال بن حيون سيحدثنا عن منهجية العمل المتعلقة بالمحور الرابع وكذا الخلاصات التي انتهى إليها المشاركة. إذن ارتباطا بالمحور الرابع يشرفنا أن نستضيف كذلك الأستاذ عثمان بوهلي. Docteur Athman Bouhali, professeur chercheur et directeur de la recherche informatique à l'Université du Texas A&M au Qatar et fondateur et directeur du Texas A&M Advanced Scientific Computing Center. مرحبا بك. وسنستقبل بعد ذلك في مداخلة عن بعد الدكتور موسى حمدي. Docteur Moussa Hamadi, conseiller en charge de l'élaboration de la stratégie plan climat du ministère français et coordination des actions de développement durable en France, il sera avec nous à distance. كذلك نستقبل الأستاذ عبد الرحيم معزوز. Docteur Abdelrahim Mazouz, professeur du traitement des polymères à l'INSA de Lyon, France. ثم كذلك الدكتور محمد مسكي. Docteur Mohamed Miski, expert en éducation et au développement international et conseiller principal. بالإضافة إلى الأستاذ جمال بويور من جامعة بو فرنسا. إذا الأستاذ جمال بن حيون سيتفضل مشكورا بإحاطتنا بمضمون المنهجية التي تم اعتمادها في مقاربة المحور الرابع في إطار هذه المناظرة وكذا الخلاصات والتوصيات. تفضلوا أستاذ. Merci infiniment, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, Madame la directrice, honorable assistance. Juste quelques mots en anglais avant de commencer la présentation. Delighted and thrilled to be partaking of the insights of this, which I really think is a groundbreaking event by all standards. I think it's been unprecedented to bring together the international competencies of Moroccan international competencies around the globe on different levels of academic commitment. So this is a major event that we really commend, and I think it's a historic moment. So, donc, je commence la présentation. Voilà. Comme vous le savez, la mobilité, cet échange international qui a toujours eu le rôle d'appui à l'ouverture de l'université marocaine à l'international. Je la présenterai en quelques chiffres découpés en deux parties. Premièrement, la mobilité dans le cadre de 5 programmes de coopération, à savoir les partenariats EDER-Curien, PHC Maghreb, PHC franco-marocaine, PHC Toubkal et FCT Portugal, Portuguese Foundation of Science and Technology, NRDO Hongrie, National Research Development and Innovation Office, et TÜBİTAK Turquie, l'Institut de recherche scientifique et technologique de Turquie. Et en chiffres, nous avons 15 mobilités sortantes par année, dont plus des 2 tiers pour les juniors, et 12 mobilités entrantes par année, dont plus de 83 pour les seniors. Dans le cadre de FINCOM, le fameux programme financé par le ministère et le CNRST, sachant que ce programme, FINCOM, est un
est une action gouvernementale visant à faire contribuer les compétences marocaines du monde au processus de développement du royaume. Le soutien accordé à la mobilité dans le cadre de ce programme pour la période allant de 2006 à 2022 s'affiche comme suit. Entre 2006 et 2017, nous avons eu 700 expertises en mobilité de courte durée. De 2019 à 2020, nous avons eu 6 contrats en mobilité longue durée et enfin, en 2021-2022, nous avons eu 29 séjours de courte et moyenne durée qui ont profité à 9 universités marocaines. En résumé, de 2006 à 2022, nous avons eu 700 expertises mobilité courte durée et 35 mobilités courte, moyenne et longue durée. Comme pour toute activité, même avec des résultats positifs, le souci d'amélioration continue nous amène à identifier les obstacles. Quelques entraves. Pour la mobilité, nous avons détecté 3 freins, entraves. Le premier, lié au budget restreint face à une forte demande de participation. Le deuxième, en relation avec l'absence d'indicateurs d'évaluation d'impact pour améliorer les résultats de la mobilité. Et le dernier obstacle réside à la difficulté d'accès à l'information en temps réel, concours, propositions de projets, etc. Les délais. Bref, les enjeux de la mobilité internationale ne sauraient se résumer à la seule question de l'équilibre sur le marché du travail du personnel scientifique et technique. L'enquête réalisée en ligne nous donne ce qui suit. Donc, 3 résultats se dégagent de cette enquête en ligne, à savoir, en premier lieu, une motivation animée par, comme elle a été exprimée par les intervenants, une motivation animée par l'amour et le rattachement à la patrie de la communauté marocaine à l'étranger afin de contribuer au développement de l'enseignement supérieur. Ceci à travers les 4 modalités de collaboration suivantes qui sont ici classées par ordre décroissant. 1. Contrat d'expert pour une courte durée. 2. Détachement pour une durée limitée. 3. Collaboration à distance. 4e point, délégation pour une durée limitée. Et les principales difficultés résident en 3 points. L'accès à l'information, le manque d'opportunités et le cadre juridique non favorable. Voilà. Le deuxième résultat de l'enquête en ligne peut être formulé comme suit. Les compétences marocaines du monde sont plutôt intéressées par une mobilité de courte durée pour participer aux congrès et séminaires et offrir du conseil. Presque la moitié des répondants sont pour un séjour de courte durée, de 7 à 30 jours. Le quart des répondants souhaitent une durée allant d'une année à 3 ans. 24% des répondants souhaitent une installation permanente au pays. Les activités souhaitées, sachant que les répondants ont la possibilité de faire plusieurs choix, se classent dans l'ordre décroissant comme suit. 55% intervention dans des congrès et séminaires, 54% pour le conseil, 48% pour l'enseignement, 40% pour membres du jury et 38% pour l'encadrement des thèses de doctorat et 11% pour un travail administratif. Le troisième résultat de l'enquête en ligne peut être résumé en cette phrase. Un esprit manifeste d'entreprendre et d'investir chez les compétences marocaines du monde. Car 70% des répondants sont favorables pour l'investissement dans le secteur privé de l'enseignement supérieur au Maroc. Parmi ces 70%, presque les 2 tiers veulent investir dans une nouvelle création et 22% pour une délocalisation.
Dans cette seconde partie, permettez-moi de vous présenter les résultats des 3 webinaires qui se sont déroulés au sein du CNRST dans un cadre caractérisé par un grand enthousiasme avec des chercheurs de renommée internationale. Ces actions initiées par le ministère et qui ont rassemblé pour la première fois les compétences marocaines de monde autour du développement de l'enseignement supérieur au Royaume se sont déroulées en 3 étapes. Le webinaire du 30 septembre, qui a couvert l'Europe et avec, comme ça a été déjà cité, avec 84 participants, celui de 3 octobre pour le Canada, l'USA et l'Amérique latine avec 87 participants, et enfin celui du 5 octobre qui a couvert l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, le monde arabe avec 48 participants. Les principales recommandations issues de ces rencontres s'articulent autour de 3 axes. Le premier axe, exposé dans cette diapositive, concerne les institutions et structures. Ici, il a été recommandé de revitaliser le programme FinCom, et ceci à travers 5 leviers. L'internationalisation des programmes de formation, le renforcement de l'ouverture de l'université marocaine à la collaboration internationale, le développement d'une stratégie nationale prospective en matière de mobilité, les conventions de collaboration pédagogique avec des universités internationales les plus renommées, et la création et renforcement de la structure chargée de la veille et de la gestion des projets et de la mobilité. Concernant le deuxième axe qui porte sur la mobilité des étudiants et doctorants, nous vous remontons 5 recommandations. La première est la nécessité d'intégration du système des crédits pour faciliter les programmes internationaux d'échange des étudiants. La deuxième, l'implémentation du diplôme conjoint avec les universités de renommée internationale. La troisième, le montage des laboratoires virtuels faisant intervenir les compétences marocaines du monde. L'avant-dernière, l'encouragement des accords de recherche entre les compétences marocaines à l'étranger et les labos de recherche marocains. Et enfin, la création d'un système de notation internationale homogène pour que les étudiants marocains puissent profiter des offres des échanges internationaux. Dans le dernier axe dédié à la mobilité des enseignants et des administratifs, nous vous remontons 4 recommandations, à savoir la nécessité d'encourager et faciliter la mobilité des enseignants-chercheurs vers les universités étrangères pour leur permettre d'être à la lumière de ce qui se passe à l'international en matière des pratiques, des approches pédagogiques, de la recherche scientifique. Encourager la mobilité du staff administratif pour partager les expériences et profiter de l'expertise administrative des universités du premier rang, faciliter les procédures d'accueil des compétences marocaines et puis revoir la procédure de recrutement de ces derniers pour la rendre plus attractive, la création d'un statut spécifique de professeur, chercheur, visiteur au Maroc à Saint-Paul. Donc, c'est ça la présentation. Je vous remercie infiniment. Thanks for your generous attention. شكرا للاستاذ عبد الحيون. ونتحول الى ضيوفنا الكرام، والبدايه ستكون بالاستاذ عثمان بوهلي. مريم. Je commence avec Dr Athman Bouhali. Je rappelle que vous êtes professeur, chercheur et directeur de la recherche informatique à l'Université du Texas A&M au Qatar. Bienvenue parmi nous, professeur Bouhali. Quelles sont, à votre avis, les actions que le ministère peut entreprendre pour mobiliser l'apport de la compétence marocaine du monde au développement de l'écosystème ESRI? Et je rappelle que vous avez 5 minutes pour répondre. السلام عليكم. شكرا على الاستضافه شكرا على السؤال. انا كنظن المشكل ديال غنتكلم بالعربيه. انا كنظن المشكل ديال تعبئه الكفاءات، حنا اليوم عندنا دليل على ان الكفاءات معبأة.
اللي كتشوف 30 40 50 واحد ماجين من امريكا ومن اسيا ومن اوروبا، والاغلبيه ديالنا خدينا يا اما دي كونجي يا اما دي سيكلي يا اما يعني خدينا دي كونجي باش جينا. يعني كتعني ان هاد الناس هادو عندهم تعبئه مستعدين يخدموا بلادهم بحال اللي كاملين عندنا واحد العدد كبير ديال الامثله ان الناس خدامين مع المغرب من سنه 2030. ولكن الحقيقه هو الان ما يجب فعله هو ان نقيم شروط لتعبئه والاستمراريه تعبئه الكفاءات. أنا عبد ربي من سنة 2000 وأنا جو كولابور مع دي زونيفرسيتي مع لي سيناريستي. خصنا كما قالوا الإخوان إطار قانوني لإشراك هذه الكفاءات بصورة فعلية. أنا صراحة خصنا نقطعوا مع ذاك الاجتماعات وناخذوا الصورة وفي الآخر نمشيو ومن بعد ما غيبقى حتى شي حاجة. غنذكركم كاملين ب 2006 المناظرة الوطنية للبحث العلمي. 2006 أنا حضرت له وكانت إجراءات مهمة وكانت واحد الاستاتيستيك إحصائية اللي مهمة. كان أكد وأنا كتبت حتى كتاب عليها وكتبت مقالات وراسلت وزراء حكومة سابقين. لو كانت متابعة عندك 2006 ما كناش عندنا بعض المشاكل في لو ديبار دي بروفيسور. في 2006 حنا كنعرفوا باللي لا موين داج دي زونسينون بروفيسور داك الساعه كان 50 حتى 55 عام. يعني كنا عارفين ان من 10 سنين غندخلوا في الحيط. ولكن حتى شي واحد ما كان، لم تكن هناك متابعه. اتحدى اي شخص في جميع الحكومات اللي جات. ونفس الشيء في 2006 عرفنا باللي كان 15,000 enseignants chercheurs. La production scientifique de المغرب، نصف la production scientifique de المغرب كانت تقام بواسطة من طرف 300 أستاذ باحث. هادو إحصائيات ديال الوزارة وديال السينيفرسيتي. اليوم كنشوفوا نفس الشيء، عندنا 21,000 أستاذ باحث، 0.7 بوبليكاسيون باغون. يعني أستاذ باحث خصو 3 سنين باش يعمل 2 لي بوبليكاسيون. سولوا الناس اللي في أمريكا وأوروبا وآسيا واش سي اكسبتابل. دونك علاش؟ لأن في الحقيقة ما استمعوش لينا لما كنا كنقولوا لهم أن خصكم متابعة. يجب وضع إطار قانوني لإشراك كفاءة المغربية بصورة فعالة في اتخاذ القرارات، صياغة الاستراتيجيات ومتابعتها. وإلا في الحقيقة غير كنجيو ونتصوروا ونرجعوا بحالنا. هذا هو الميساج الأول ديالي. الحاجة الثانية هو يجب وضع إطار قانوني لحماية الملكية الفكرية لهؤلاء الكفاءات، هذه الكفاءات. الإخوان راه حنايا كنجيو اغلب الاخوان اللي عندنا في امريكا وخدامين في الجامعات الامريكيه عندنا سكون ابل اكسبورت كنترول. راه ما يمكنش تجيو تعطي المعلومه هكذا، نحاسب عليها. فلهذا مؤخرا لان وقعوا لي حوادث دابا لما كان نتعاون مع الاخوان في المغرب اون سين ان نون ديسكلوجر اجريمنت. لا بد، لان عندنا ناس جاوا من مايكروسوفت وعندنا ناس جاوا من تكساس ومن ستانفورد الى اخره. هادو راه كيجيو بالافكار، ولكن ما يمكنش نجيو نعطي واحد الفكره وعامين 3 سنين كتلقى واحد عملها وعمل PhD في المغرب وحتى الاسم ديالك ما عملهاش وحتى الشكر ما تشكر. وضع اطار قانوني لحمايه الملكيه الفكريه، هذا انا بالنسبه لي اهم شيء في هذه الاستراتيجيه اللي خصنا نعملوها بالنسبه للكفاءات. لان الناس كيجيو من شركات ومن جامعات اللي عندهم لا تكنولوجي دو بوينت. اذا بغينا نعملوا ترانسفير تكنولوجي خصنا هذا الشيء. بطبيعه الحال تسهيل اجراءات تقدير الباحثين والدكاتره بما يضمن كذلك حقوق الكفاءات. النقطه الثالثه هي بالنسبه للاخوان المغاربه، الكفاءات المغربيه اللي باغيين يدخلوا.
بطبيعة الحال أنا في عام 97 كنت ديك الساعة أنا داك لو بريزيدون دو لاسوسياسيون دي فيزيسيان ماروكان ان بلجيك. التقيت السيد عمر الفاسي اللي كان آنذاك كاتب الدولة، كان يلا خرج لا ريفورم عام 97. سولت في هاد لا ريفورم هادي لو عندنا كفاءة مغربية خدات بري نوبل، قال لي غتدخل بروفيسور اسيستون و ابخي 4 تعمل ابيليتاسيون عاد تعمل لا ريشيرش اذا بغيتي. واش يعقل؟ شكون اللي غيدخل؟ ما يمكنش يدخل شي واحد هكذا، امبوسيبل. دونك اللي بغى يدخل خاصنا نوفروا له بطريقه شفافه. انا كنظن ان المشكل الكبير دو 0.7 بوبليكاسيون بار بيرسون، عندنا دو غران بروبليم. الشفافيه في الريكروتمون دي بروفيسور، وغادي حضرت عليها على حالات وحالات وحالات وانسحبت من كوميتيز. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، لو ريكروتمون دو سفير based on the needs. انا كندخل ديبارتمون دو فيزيك كنلقى جزر، هذا خدام على ماتير كوندونسي، هذا خدام على فيزيك دي هوت انرجي، هذا خدام على فيزيك ميديكال. عندنا جزر. مع العلم لما كتجي جامعه تكساس وما ادراك ما جامعه تكساس فيها 3 بيليي. الكتريكال انجينيرينغ كاين 3 بيليي صافي. ولما كنعملوا اون انونس على البوست كنقولوا باغيين ان بروفيسور الكتريكال انجينيرينغ اللي عنده الخبره في الباور سيستمز، ماشي غير الكتريكال انجينيرينغ ونعينوه وفي الاخر يجي يبدا يفتح الدكان على راسو وهذا غيفتح الحانوت ديالو صافي وحتى شي واحد ما كيتكلم عليه. هذا ما كيبوبليوش، لان حتى التعاون انا كنتمنى تعملوا احصائيات هاد لي بوبليكاسيون شحال الناس اللي زون بوبليو اونصومبل نفس الديبارتمون، عملوا احصائيات وطلقوا. لان عندنا جزر ما عندناش. دونك مثلا الجامعه ديال الرباط اذا كانت باغيه تعمل دومين لا فيزيك ميديكال لا فيزيك دي هوت انرجي، دونك يفو رونفورسي هادو صافي وشد. لان الاحصائيات كتقول لنا اذا بغيتو تعملوا ان جروب دو رونومي انترناسيونال لابد تاع المينيموم 3 4 بروفيسور في لو دومين يخدموا مع بعضياتهم دون لو ميم ديبارتمون. الحاجه اخرى بالنسبه للاخوان اللي ما باغيينش يدخلوا، انا كنت دائما كنت انادي ادجانكت بروفيسور. تصور هذا عبد ربي عندي ادجانكت بروفيسور في يونيفرسيتي اوف جورج تاون، اندستريال ادجانكت بروفيسور في يونيفرسيتي اوف بريستول، ولكن ملي كتجي المغرب كيقول لك لا حنا ما سمعناش بهذا الشيء، ما غنعطيوك والو، ما كتعطي لا فلوس لا والو. ادجانكت بروفيسور سي ان مويان باش يضمن الحقوق ديال الجامعه الام وديال الجامعه ديالو. هذا ادجانكت بروفيسور كنظن بين الامور اللي خصنا. النقطه الاخيره هي احنا كنتكلموا على الكفاءات. ما هو دور السفارات في الكفاءات؟ زعما احنا في دوله مثلا مثل قطر مثل الامارات مثل استراليا، ماشي عيب ان سفير يجي لمده 4 سنوات ويمشي بحاله وما شفناه ما شفنا. وبالعكس حنا ماشي بزاف. اذا غتجي مثلا غتوصل من المطار ديال الدوحه وغتكلم شكون هو في الهاي بيرفورمانس كومبيوتينغ غيقولوا لك فلان مغربي، شكون هو في الفايس بريزيدنت اوف ريسيرش اوف دي اس ام دي غيقول لك فلان. ولكن السفير ما كيعرفناش شنو هو الدور ديال السفير اذا ما جاش وفتش على الكفاءات، خصوصا في الدول اللي بحال هكذا. بالعكس حنا خصكم تستعملوا الكفاءات لما تمشيو عند الدوله الفلانيه وفلانيه وتقولوا لا فوالا راه حنا عندنا الكفاءات كي ساهموا في التخطيط ديالكم. كتاب اللي نشرته في 2011 كيقول في الجامعه الحره ديال بلجيك، 3 الجامعات البلجيكيه، العدد ديال البوست ديال بي اتش دي ستودنت لي دكتور ما يناهز 1400 سنه. بحال اللي يعني اذا حسبتي العدد ديال الطلبه المغاربه اللي خداو دكتوراه واشتغلوا من اجل البحث العلمي في بلجيكا في 3 الجامعات، بحال اللي الدوله المغربيه عطات من بلجيكا لمده 1400 سنه واحد ريتشيرشور يخدم. ولكن حتى شي سافر ولا حتى شي مسؤول كيمشي عند بلجيكا وكيقول له فوالا سكون لا كونتريبيسيون ديالنا. دونك حنا سي
دريس اليزامي تكلم على الجيل الثاني والثالث، وهذا مشكل كبير جدا. نحن تربينا في المغرب وقرينا في المغرب، ولكن انا كيفاش انت غتحاول، كيفاش انا غنقنع بني ولا بنتي يجي يعمل كولابوراسيون مع المغرب وهو اسوأ يوم ديالو هو لما كيمشي يعمل لاكارت ناسيونال في السفاره؟ والله العظيم لا استقبال لا نظام، وغتقول له لا هو اش كولابوري. هادو مشاكل خاصة وزارة الخارجية تكلم بها. لهذا أنا كنقول أن هذه مجموعة من الاقتراحات والمشاكل التي نعيشها، وإذا ما غادي نحلوهاش على الأقل البعض منها راه غنتصور، ومن بعد ربما 20 عام أخرى إذا بقى الله طول الله في العمر نتلقاو ونحكيو نفس المشكل. والسلام عليكم. شكرا للاستاذ عثمان بوهلي. ونتحول للمداخله الثانيه، وستكون هذه المره عن بعد للدكتور موسى حمدي. دكتور موسى حمدي، مرحبا. Oui, bonjour, Kazumoni. تفضل استاذ. Oui, donc voilà, donc je suis ravi de participer avec vous. Donc, vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Oui, صوت جيد. تفضل استاذ. D'accord. Donc, écoutez, donc tout d'abord, donc je tiens donc à remercier donc Monsieur le Ministre Latif Meraoui et tous les organisateurs, notamment donc Jamil Al-Alami et tous les collègues du CNRSP pour organiser cet événement important. Et puis je profite donc de ce moment pour saluer les collègues, les acteurs nombreux sur un sujet d'importance pour notre pays. Donc pour ma part, donc sur les questions donc, de mobilité, je vais puiser donc quelques exemples à travers en fait mon expérience et vécu international. Je suis quand j'ai quitté le Maroc, en fait, donc après des études scientifiques, j'ai intégré en fait donc le CNRS, Centre national de recherche scientifique en France, dans lequel je suis toujours membre permanent. Et après cela, donc, j'ai eu donc en fait une mobilité donc en tant que directeur dans un grand institut au Japon, donc un institut des sciences industrielles au Japon, donc bien entendu, donc dans le domaine des nanotechnologies. Et puis une mobilité thématique donc au travers donc une expérience intéressante au Canada dans le domaine de la génomique et également donc en Australie. En fait, les compétences marocaines donc comme les nôtres, en fait, on est avide en fait et curieux de savoir en fait donc des sujets d'importance pour l'humanité, la société, les défis sociétaux dans lesquels en fait donc on est toujours donc en fait impliqué. Et c'est un élément attractif pour des hauts potentiels donc scientifiques et techniques. Et donc à travers en fait ces différentes expériences, donc moi donc ce que je peux préconiser donc en tout cas donc pour le Maroc, donc je travaille beaucoup avec des collègues marocains depuis maintenant une dizaine d'années sur le domaine de transfert de technologie, comment renforcer les partenariats publics-privés et les programmes d'innovation, donc qui sont très intéressants et nouveaux pour le Maroc. Je pense qu'il est très important de conforter donc les programmes donc existants, comme le programme donc bien entendu donc FinCom, qui est une initiative donc intéressante bien entendu, donc mais qu'il faut aller au-delà. Institutionnaliser donc bien sûr donc les dispositifs et les instruments d'interaction donc avec la diaspora, et ça a été dit par différents collègues donc et interventions préalables. Et il faut un statut juridique en fait donc de l'intervention, de la mobilité donc en fait donc d'une compétence marocaine internationale, donc pour lui permettre en fait donc de valoriser son implication donc, dans les programmes et dispositifs donc, marocains. Donc au-delà bien sûr donc, de l'amour pour notre pays, il est très important que le Maroc puisse créer en fait donc, une entité. Donc ça a été dit donc, par d'autres collègues, notamment un steering committee qui regrouperait donc, en fait, donc, ces compétences nombreuses et bien sûr donc, les mobiliser par rapport à des défis sociétaux nombreux donc, pour faire en sorte que le pacte ESRI donc, dont se veut se doter donc, en fait, donc, le Maroc pour demain
puissent bien sûr bénéficier des avancées et des retours d'expérience en fait des différentes compétences marocaines donc en fait donc à l'étranger. Donc il convient donc vraiment donc de développer en fait une stratégie d'attractivité des compétences des hauts potentiels marocains à l'international, et on n'est pas les seuls pays à le faire. Ça a été dit donc par d'autres collègues, la Chine l'a fait donc depuis 15 ans et on voit effectivement où la Chine est arrivée aujourd'hui par rapport donc en fait il y a 15 ans. La Corée donc le fait et tous les pays occidentaux le font. Donc nous, donc notre souhait donc en fait et le sujet pour le Maroc, c'est en fait on dispose déjà de compétences de haut niveau marocaines partout dans ces pays-là. Et il serait donc intéressant donc d'avoir en fait de développer une vraie stratégie d'attractivité, donc avec différents niveaux. On a parlé donc j'ai parlé donc de FinCom, mais il convient peut-être donc de donner en fait plus de responsabilités dans le cadre donc de cette stratégie d'attractivité, de donner plus donc de responsabilités donc à des Marocains résidant à l'étranger, des responsabilités notamment d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche ou d'autres institutions pour permettre en fait à ces compétences d'assurer donc en fait ou un transfert donc de savoir-faire et de compétences en assurant donc en fait donc ces responsabilités. Il faut aussi donc des moyens donc bien entendu donc en fait importants. Donc on est dans une logique bien entendu donc en fait de concurrence internationale par rapport donc, aux compétences au niveau et il me semble donc en fait utile d'associer donc à la fois donc les moyens, les enjeux, donc les responsabilités, et puis à l'échelle donc des établissements il y a un autre niveau donc aussi donc d'implication possible. C'est dans le cadre, je dirais donc en fait du conseil scientifique ou stratégique des établissements d'enseignement supérieur, de recherche, et y compris d'ailleurs donc en fait pour certaines entreprises, d'inviter des membres de la diaspora marocaine de siéger en tant que membres de ces instances, qu'elles soient stratégiques, qu'elles soient donc scientifiques, et y compris donc en tant qu'administrateurs. Donc c'est des passerelles qui permettent de renforcer l'implication donc de la diaspora et de faire en sorte que les institutions donc marocaines et y compris donc les entreprises puissent bénéficier donc en fait donc du savoir-faire, du retour d'expérience. Donc les outils et les moyens donc sont nombreux. En faisant en fait rapidement un benchmark en fait des différents pays, clairement donc le Maroc donc gagnerait énormément donc à conforter sa stratégie d'attractivité. Et bien entendu, donc en fait, il y a quelque chose qui nous anime donc en fait tous, au-delà donc en fait donc, de nos compétences, c'est l'amour pour notre pays, et donc qui nous tient donc à cœur donc en fait depuis notre essence et qui fait partie de notre âme. Voilà. Merci à tous. شكرا دكتور مساء حوادي كان معنا في هذه المداخله عن بعد، ونتحول الى الاستاذ عبد الرحيم معزوز. Docteur Abdelrahim Azouz, je vous rappelle que vous êtes professeur du traitement des polymères à l'INSA de Lyon, France. Alors, Docteur Azouz, vous avez une expérience de mobilité professionnelle au Maroc. Comment jugez-vous cette expérience et selon vous, que faut-il améliorer à court, moyen et long terme, surtout au niveau des formations dans l'enseignement supérieur? Est-ce que vous avez un micro à côté? Bonjour tout le monde. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le ministre, Madame la directrice du CNRST et Monsieur le président du CCM. Je les remercie pour cette invitation et je vous remercie vous également pour l'animation de ces panels, et je remercie également l'auditoire. Donc en fait, moi je ne prétends pas connaître le système marocain à fond. Ça fait 45 ans que je suis en France, mais j'ai beaucoup d'interactions avec le Maroc. De par ma qualité d'académicien, je suis membre de l'Académie Hassan II des sciences et techniques et membre d'un collège qui s'appelle Ingénierie et Transfert de Technologie. Voilà, à travers cette institution, j'ai interagi avec certains chercheurs, parce qu'au début, quand on a démarré, on a répertorié
quelques équipes d'excellence, et en particulier dans mon domaine, les polymères, c'est-à-dire ingénierie et sciences des polymères, c'est pas traitement des polymères, je m'excuse. Donc une équipe à Marrakech qui était très performante à l'université Pradi Riyad, et qui était à la faculté des sciences et techniques, et qui a bénéficié d'un financement conséquent de l'académie. Et je suis très content parce qu'ils ont pu développer certaines recherches de standards internationaux et qu'également il y a eu des retombées sur la formation. Et le transfert, parce qu'ils travaillent, ils ont monté également un incubateur dans une maison d'innovation à Marrakech. Donc voilà comment j'interagis avec le Maroc. Également, j'ai participé à l'élaboration de 2 documents dans l'intitulé à l'Académie Hassan II, les sciences et techniques, dont l'intitulé c'était je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une politique scientifique, technologique et d'innovation pour accompagner le développement du Maroc. Il y a un document en 2015, un autre en 2019, donc ils sont certainement sur le site internet de l'Académie que les gens peuvent consulter, ils voient les priorités qu'on s'est fixé l'Académie au niveau développement scientifique et technologique, les leviers et bien sûr également les recommandations. Donc j'ai interagi également avec des industriels au Maroc, surtout à Casablanca. Dans mon domaine, on avait même établi des contrats avec l'INSA Lyon sur des problématiques d'innovation et de recherche. Et puis que j'avais mes collègues qui étaient aussi compétents à Marrakech, à un moment, je leur ai dit on peut faire un accord tripartite, comme ça on aide les étudiants, ils travailleront chez vous en formation professionnalisante ou sur des projets, et vous aurez des professeurs sur place à l'INSA, mais bon, nos industriels étaient un peu timides, on n'est pas allé très loin. Je continue à travailler avec eux directement, à travers mon laboratoire. Au niveau autre chose, là vous m'avez posé la question en termes de propositions concrètes ou de recommandations suite à ces collaborations, justement. Madame, je ne prétends pas connaître, parce que quand on veut juger quelque chose ou recommander, il faut replacer les choses dans leur environnement. Donc, mais comme l'université est universelle, j'ai quelques idées quand même. Donc c'est pas compliqué, hein, vous partez des missions de l'université ou des écoles d'ingénieurs. C'est la formation initiale, la formation continue, le transfert des connaissances, l'innovation et la recherche, ça peut être fondamental ou appliqué, il n'y a pas de dichotomie entre les deux et le rayonnement international. Donc vous ne pouvez pas faire une université sans intégration, toutes ces facettes-là, toutes ces missions qui sont inscrites normalement dans les missions de l'enseignant-chercheur. Donc, et les étudiants évoluent dans cet environnement. Et fatalement, s'il y a une excellence de la recherche, de l'enseignement, du transfert, ça va ruisseler sur les étudiants. Donc voilà, la deuxième chose, c'est au niveau formation, parce que j'ai eu de la chance de monter des formations à l'INSA, d'apprentissage, c'était les premières formations d'ailleurs à l'époque, dans les polymères, la plasturgie, et je sais que notre milieu est très réticent au changement, donc il faut aussi bousculer le système d'enseignement supérieur pour qu'on puisse avancer. Donc ceci passe bien sûr par l'excellence des étudiants, de la formation. L'excellence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un contrat clair, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande comme capacité aux étudiants, aux élèves, les compétences, un répertoire des métiers auxquels il faut qu'ils répondent, des enjeux sociétaux pour répondre à des défis tels que la mobilité, la santé, l'énergie, l'impact environnemental, toutes les choses dont on parle à la télé. Donc ça, nos étudiants doivent avoir une sensibilité, même le numérique, hein, la numérisation de tout aujourd'hui. Et tous les étudiants, ça doit être, ces choses-là doivent être, ces concepts doivent être transversaux à nos étudiants. Merci, Dr Mazous. Voilà. Nous avons Je vous remercie. les 5 minutes. Merci beaucoup. Dr Mohamed Meski, je rappelle que vous êtes expert en éducation et au développement international et conseiller principal
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une question peut-être un peu plus pointue. Quelles sont selon vous les actions que les compétences marocaines du monde peuvent entreprendre pour accompagner l'étudiant marocain? If you would permit me, I'll speak in English. Yes. Yeah, go. First of all, I'd like to express my gratitude to His Excellency and to Madame Alami for inviting me to this esteemed board. I got two types of answers. I have a technical answer, and they do have what I call an adaptive answer. So I start with the technical one with easy solutions. So if you're asking me how our competencies overseas could work with our students here in Morocco, definitely I will go through a long list: assistance in advising. This is very important. Supervision and coaching. This is very important. Tutoring, assistance in locating a scholarship, assistance in integration of students, assistance in helping students who come overseas, visiting professors. I heard the example of my colleague here talking about the possibility of an adjunct professor coming to Morocco. Definitely, I think I've met with a good number of professors who have an entire year off. They were on sabbatical, would like to come to Morocco, spend some time there. What are the possibilities? And here I'm not just talking about professors, I'm also talking about practitioners in various fields. They would like to come to Morocco and just volunteer just their time. They don't even expect to be paid. So there has to be some organizational structure that helps with that. Definitely something that is low cost, and COVID has shown us that it's possible. It's what's called the virtual exchange programs. So as you know, many universities around the world, they do have an established exchange program where the student goes to another country, spends some time, but definitely in the last 6 or 7 years, we've seen a booming of virtual exchange programs, which is also a form of support, supervision, that is, the beautiful thing about it is that it taps something super important, which will bring me to the adaptive question that I will answer later on. Where is the beauty? The beauty is that the Moroccan student here doesn't get the assistance. It actually, the student becomes an asset, becomes a resource. And then this student doesn't just work with the professor in the United States, but also he or she could co-work with another student from Vietnam, another student from Senegal, another student from other countries. Because as we know, with the complexity of knowledge right now, we really need diverse teams. Without diverse teams, we're not going to proceed very, very far. Other examples, always technical, before I come into the complex one actually, is according to the OECD 2017 study, this 2017 study said the data for 2010, 2011 in terms of Moroccan students who have completed their higher education overseas is a very interesting number. It's 425,000 students. That's a huge number of Moroccans overseas. Some of them are second-generation Moroccans, first generations who are moving from here. This is why I heard another colleague say this in a previous panel. Expertise is not just waiting for the person till he becomes or she becomes top-notch. Once this person is a graduate student, that's an expertise that we need to tap, because again, it's in their best interest to work with us. Because again, they get documentation that they've been part of a partnership, that they get credit for, so it's more of a massification of support and collaboration between students. I'm not going to spend too much on the technical one, because I'm very interested in the adaptive one, if you would humor me. I think most of you know one of the basic questions we ask in change is start with why. It's not my question, it's a question that asked by a big number of leaders, especially in change leadership. Simon Sinek. Why? Because again, the question that I'm asked is what, but the foundational question is why would they do it? Why is it important? Because it's not just about them getting excited, but we want to secure the sustainability of their excitement. That's the most important thing.
So again, I'm going to boldly say that yes, it is adapted to Morocco as well, because again, social exchange theory talks about three things. People do things and care about three things if they meet three requirements. Number one, you minimize costs to that person in that transaction. Number two, you maximize the reward of that transaction. It's very important. And number three, I'm blanking on number three here, is you promote trust. What I've heard in all the panels that I've had the honor to attend today is we're really, from a policy point of view, from an adaptive point of view, it's critical that we do not just get them to be excited, but sustain their excitement. We sustain their excitement through transparent systems, but at the same time through a rewarding system where, again, it is in their best interest to work with the Moroccans, not just because they feel good about Morocco or they love Morocco. Again, it's part of our maturation as a country is we want people to work with us because it's a privilege to work with us. We want people to work with our universities because it's a privilege to work with our universities. Which brings me to a very important piece, which is the internationalization of the campus. This is where, like, when you to conduct an evaluation of any US university, one of the indicators, performance indicators, is the extent to which, or what is the internationalization strategy of the university and how it is implementing that. Because again, as you know, the United States is not just a net importer of the top importer of students coming to the United States, but it's also a super considerable exporter of American students coming and going to other countries and living in other countries. And this is also a really important low-hanging fruit that we need to seize as part of making sure that that support for our students is not just, as I said, a student, a learner, learning from the master, but peers working with each other, because that's how we construct knowledge. And I'll just stop here. Thank you. Merci beaucoup. Belle réflexion. شكرا للدكتور محمد مسكي واخر المتدخلين سي الاستاذ جمال بوعيور من جامعه بو بفرنسا. تفضل استاذ. مريم. Merci beaucoup. Je m'appelle donc Jamal Bouyour, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Pau, c'est une petite université au sud de la France. Je suis économiste, donc je représente une minorité ici. Donc je suis très content de représenter entre guillemets les sciences sociales et humaines, ce qu'on appelle l'humanité. Bien, l'une des questions qui se posent aujourd'hui, c'est comment mobiliser la diaspora marocaine. J'avais fait une dizaine d'années une étude pour la faisabilité de l'Université Polytechnique Mohamed VI et j'avais interrogé un certain nombre de membres de la diaspora pour savoir s'ils ont envie, comment on peut les mobiliser. Donc j'avais choisi un échantillon. Dans cet échantillon, je n'ai trouvé personne qui m'a dit « ça ne m'intéresse pas ». Donc pour les autorités marocaines, au moins cette partie du travail est faite. Toute la diaspora, donc on a de la chance d'avoir une diaspora qui a envie de s'investir dans son pays. Bon, la question c'est comment. Je ne pense pas que le problème se pose en termes d'offres, mais de demande. Le Maroc, il a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il a besoin exactement? Il faut identifier les besoins sociaux. Il faut aussi qu'il y ait de l'acceptabilité. On peut avoir n'importe quel projet, le plus abouti, le plus intelligent, dont les spillovers, les effets de débordement sont les plus importants. S'il y a une acceptabilité de la part des locales, des autorités, parce qu'il y a un lobbying important, ne l'oublions pas, au sein des universités, au sein des acteurs locaux, etc. Si on n'arrive pas à les intéresser, ça n'a aucun intérêt, aucun, d'essayer de mettre en place un investissement. Que ce soit au niveau de l'université, je ne vais pas vous raconter mon histoire, et vous avez remarqué que chacun de nous, on pose une question à nos collègues et chacun raconte son propre histoire. Parce que si la diaspora est singulière, la diaspora marocaine, les histoires sont plurielles. Chacun a un parcours particulier qu'il a envie de partager avec ses pairs. C'est important de donner la place
au particularisme. Et puis, gérer une diaspora, c'est pas évident. On a beau dire, ouais, ça marche pas, on a fait ça, etc., etc. Mais gérer une conglomération humaine, c'est pas évident. Il y a une sédimentation, il y a des profils divers, et donc on doit prendre en considération ce particularisme. Si on n'arrive pas à comprendre ça, ça ne peut pas marcher. Alors, le Maroc, on peut le critiquer, ça ne marche pas, ça ne va pas. On a fait des choses, je peux vous parler des docteurs, je peux vous parler de tout ce que vous voulez, pendant 20-30 ans, on a travaillé sur ça, mais parce qu'on a une vision marocaine. Si vous parlez à d'autres collègues dans d'autres pays, je ne veux pas les nommer, mais ils nous disent, vous avez de la chance au Maroc, vous avez de la chance, ce qui se passe. Nous, la diaspora, on ne m'a jamais parlé, on ne m'a jamais interrogé, jamais de la vie. Donc si il y a une diaspora qui est dynamique, qui a envie de s'investir, c'est qu'il y a un travail en amont, qu'on peut critiquer évidemment, qui n'est pas abouti, mais il y a un travail qui a été fait. Il ne faut pas faire tabula rasa du passé, il ne faut pas faire table rase de tout ce qui a été fait. Au contraire, et moi je pense que le discours que j'ai entendu aujourd'hui, que ce soit à travers le président Yazami ou les autres ministres, c'est quelque chose qui est nouveau. Bon, il y a 20 ans, on a fait des choses comme ça, mais il y a une prise de considération. Et ce que j'avais lu dans la presse, qui a été fait au niveau du ministère aussi, de l'enseignement supérieur de la recherche, c'est quelque chose qu'il faut aussi saluer. Donc, tout ceci pour vous dire que c'est complexe. Pour en fait faire venir des gens de la première, je ne vous parle pas de la deuxième, troisième génération, on ne les voit pas beaucoup aussi. Là, vous avez une source, messieurs les responsables, extraordinaire. On peut en faire des séminaires, il n'y en a pas, je ne vois pas beaucoup, sauf je ne vois pas des gens qui ont les cheveux grisonnants comme moi et qui sont partis dans des... Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. En tout cas, la question est complexe. D'où, et là je vais en fait prêcher pour ma paroisse, d'où l'importance des humanités, des sciences sociales et humaines, ne serait-ce que pour enseigner l'innovation, le management, l'économie, toutes ces choses-là sont importantes. On ne peut pas, en fait, faire des transferts de technologie s'il n'y a pas les sciences sociales. On ne peut pas, en fait, mettre en place un programme scientifique le plus abouti, le plus intelligent, sans qu'on interroge, en fait, les spécificités, sans qu'on explique ce que c'est que l'innovation, parce que chacun va l'entendre d'une manière différente. Autrement dit, ce qui est fait est important, il faut le saluer. Ce n'est pas suffisant, certes, mais il ne faut pas faire table rase du passé et recommencer à zéro. Je vous remercie. Merci beaucoup et je remercie tous les panélistes qui ont répondu présent. Nous allons faire une photo collective avant de finir ce panel.